Rebonjour, on va commencer. Je veux vous dire effectivement que je suis pas Stéphane Prévost, je le remplace au pied levé pour cette pour ce premier épisode. Donc je vous souhaite la bienvenue. Et aujourd'hui, effectivement, on va parler dans l'épisode numéro 1 de la série de webinaires dédiés à l'énergie électrique sur la production électrique, d'accord, et les menaces cyber. À l'agenda du programme. Donc, moi, je m'appelle Manuel Jordan, je suis Product Marketing Manager chez StormShield et je vous propose de voir l'agenda très rapidement qu'on va découper en 3 parties. Donc, déjà, dans un premier temps, nous allons voir les principaux enjeux auxquels doit-on faire face à la production d'énergie électrique. Et dans ces enjeux, on va voir les contextes géopolitiques assez tendus entre les différents États, le modèle financier complexe ou encore la transformation numérique tant nécessaire. Ensuite, nous allons aborder les points de vigilance que l'on doit surveiller, d'accord, en termes de cybersécurité, et nous allons voir également quelles solutions adopter pour garantir une résilience efficace en cas de cyberattaque. Et à la fin de ce webinaire, je vais animer une session de questions-réponses. Donc, si vous avez des questions, une remarque ou bien un commentaire ou une question à remonter, surtout n'hésitez pas à utiliser la zone de chat de l'application GoToWebinar. Je vais reprendre connaissance de ces questions à la fin, d'accord, de mon intervention pour apporter les éléments de réponse nécessaires. Donc déjà au niveau des enjeux principaux, on va voir qu'il y a un aspect géopolitique, il y a l'évolution également des cyberattaques avec l'évolution des ransomware, les enjeux financiers et enfin nous allons évoquer les enjeux qui sont liés à la transformation numérique. Avant de voir ce premier enjeu, d'accord, géopolitique, je vous propose une petite histoire qui va se dérouler à l'étranger. Déjà, question pour le public, est-ce que vous savez dans quel pays se situent ces barrages selon vous? Vous pouvez utiliser la zone de chat, d'accord, si vous le souhaitez pour répondre. Je vois qu'il y a quelques questions, il y a déjà quelques réponses. Je vais vous donner une piste également, d'accord. Cette photo va représenter le 4e plus gros barrage dans le monde et ce qui va générer une puissance de 10 200 MW et qui est l'équivalent en gros de 7 centrales nucléaires récentes. Je vois qu'il y a quelques questions, ok, enfin quelques réponses. Et certains d'entre vous l'ont deviné, enfin, en tout cas le continent, c'est l'Amérique du Sud. Et concrètement, nous nous situons à Guri, dans l'état de Bolivar, au Venezuela. Et le barrage, il s'appelle tout simplement El Guri. Et dans ces barrages, il va fournir 70% de l'énergie électrique du Venezuela. Donc d'ailleurs, le 7 mars 2019, il y a une cyberattaque qui a causé des dégâts sur 3 des 5 générateurs de ces coupes de la centrale. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le ministre de la Communication et de l'Information avait expliqué qu'en raison de l'attaque, le système de contrôle de la centrale s'était mis en sécurité, ce qui a conduit à l'interruption du fonctionnement de l'ensemble des 20 turbines de turbines hydroélectriques. Donc, en fait, suite à cela, il y a eu plusieurs coupures massives d'électricité qui ont été observées. Et non seulement ça, en fait, ce qui s'est passé, c'est que les communications, l'approvisionnement a été interrompu, les transports en commun et même 50% des hôpitaux du pays ont été immobilisés. Donc, en fait, couplé à ces attaques simultanées d'accord sur le réseau d'énergie, le Venezuela a connu également des perturbations sur le plan politique. Suite principalement après ce premier blackout, d'accord. Ce qui s'est passé, c'est que les opposants du président Nicolás Maduro ont mené une campagne médiatique pour déclencher l'état d'urgence et justifier de cette manière l'intervention militaire contre le pays. Donc on voit exactement, on voit du coup que cette manipulation populaire pour pointer d'un côté l'incompétence du président actuel à maintenir un réseau électrique efficace et une ingérence des États-Unis permet effectivement de lever un certain nombre de doutes. Et
également, comme le souligne l'universitaire américain Clavel Lettaru, il a souligné effectivement que l'idée qu'un État étranger puisse manipuler les réseaux électriques pour obliger à un changement de gouvernement est un risque et un enjeu bien réel. Ce qui nous mène exactement à ce premier enjeu auquel nous devons faire face, d'accord, et qui va être lié à une cyberguerre que se livre en fait entre certains États. Déjà, si on voit ce que l'Observatoire de l'industrie électrique a révélé, plus de 20 cyberattaques majeures ont été concentrées sur le secteur de l'électricité dans différents pays depuis les années 80, donc concrètement depuis 1990. Et il y a eu une forte accélération depuis 2010. D'ailleurs, cette tendance qui s'est confirmée, d'accord, et qui s'est accélérée depuis 5 ans. Non seulement au niveau IT, mais aussi au niveau opérationnel, c'est-à-dire au niveau des réseaux IT et au niveau des réseaux OT. Ici, dans le webinaire, je vais conciter que 5 en fait, et je vais commencer par le plus ancien, mais c'est aussi celui qui a créé un peu le plus, qui a fait le plus parler de lui. Donc c'est un peu, c'est le célèbre Stuxnet, et c'est le cyberattaque conjointe entre les États-Unis et Israël contre une centrale nucléaire iranienne, d'accord, qui a eu lieu en 2010. Plus récemment, c'est au tour de l'Ukraine de faire face à 2 attaques lancées par des cyberterroristes a priori russes, d'accord, en 2015 et en 2016. Et la dernière, en fait, a causé 75 minutes de blackout total, donc l'Ukraine se trouvait dans les noirs les plus complets. De même, en 2019, c'est au tour de la centrale nucléaire de Kulam en Inde, c'est la plus grande centrale nucléaire d'Inde, a été victime d'un cheval de Troie qui a été a priori mis au point par le groupe Lazarus, qui serait en lien a priori avec la Corée du Nord. Et la dernière attaque que j'ai choisie, en fait, ça va être celle qui a visé l'organisation en mars dernier, d'accord, des gestionnaires des réseaux de transport d'électricité, donc l'ENSO, qui a admis une intrusion dans son système, dans son réseau IT. En fait, ce qu'on voit avec tout ce type d'attaque, c'est on va bien illustrer un contexte géopolitique très tendu, d'accord, puisque l'approvisionnement d'énergie d'un pays va constituer la cible vraiment première privilégiée qui va toucher l'activité économique et les moyens de communication. Donc vraiment, on peut mettre à mal un pays, d'accord, en très peu de temps, et il peut être rapidement paralysé. Donc la plupart en fait de pays sont engagés dans cette cyberguerre. Le secteur de l'énergie est vraiment particulièrement sensible en matière de cybersécurité. D'ailleurs, pour les attaques qui ont eu lieu en Europe, notamment en France, au Royaume-Uni, en Italie ou au Portugal en 2020, elles sont liées plutôt au deuxième enjeu qu'on va évoquer tout de suite, donc qui correspond effectivement à une évolution dans les ransomware. C'est-à-dire que quand on parlait avant, jusqu'à présent, en fait, jusqu'à très peu de temps, de ransomware, on avait affaire en fait à des attaques de masse, comme par exemple WannaCry, qu'on peut voir, d'accord, en 2017, qui a touché des réseaux opérationnels un peu par hasard, d'accord, plus comme dommage, je dirais, collatéral que comme vraie cible. En revanche, selon l'ANSSI, donc l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, l'année 2020 marque en fait va marquer un tournant, d'accord, comme celle où on compte le plus d'attaques des ransomware sur le secteur de la production d'énergie électrique. Les cyberattaques contre Enel, comme je disais, en Italie, contre Elexom au Royaume-Uni ou encore contre EDP au Portugal va illustrer cette recrudescence et démontre l'enjeu que va représenter ce type d'attaque surtout en fait, sur la résilience de l'infrastructure opérationnelle, d'accord, face à la destruction des données. Ce qui nous mène justement à voir ce troisième enjeu, les impacts financiers. Déjà ici, on va voir de multiples effets qui vont se décliner principalement en 2 volets. Le plus évident des deux va être l'application financière d'une cyberattaque majeure. Donc, en 2015,
Il y a eu l'assureur anglais Lloyds qui a imaginé avec le centre de risque de l'université de Cambridge cette application en utilisant comme exemple le réseau d'électricité américain. Donc, ils ont imaginé que le coût d'une panne électrique plongeant 15 États américains, donc là où on va trouver 93 millions de personnes dans le noir, s'élèverait à 243 millions de dollars. En revanche, la version la plus extrême de ce scénario prévoirait en fait un coût de jusqu'à 1000 milliards de dollars. Et par ailleurs, le deuxième volet en fait, de cet enjeu financier va concerner d'abord l'avantage et surtout la complexité dans le marché des prix de l'électricité. Pour essayer de faire le plus simple possible, il est caractérisé tout d'abord par la présence de plusieurs marchés, d'accord, comme le marché spot, c'est un marché des gros, et il n'est utilisé que pour 20 à 40% de l'électricité produite. Mais ça va servir en fait de référence pour les prix des particuliers. Les autres marchés vont servir essentiellement à garantir certains investissements. Et du coup, à cette complexité du calcul de prix du marché, on va rajouter la perturbation qui est amenée par les États, d'accord, afin de favoriser davantage le déploiement des énergies renouvelables. Ce qu'on va faire, c'est fixer les prix plafond et les prix plancher, d'accord, par le biais de ces énergies renouvelables. Et on va garantir également des prix hors marché, le fameux feed-in tarif, concernant précisément ces énergies renouvelables. Ce qu'on va retrouver, c'est un certain paradoxe, puisque on a l'énergie renouvelable d'un côté, d'accord, qui contribue à fixer le prix de l'électricité sur le marché, mais elle n'est pas rémunérée au même prix. Et à côté de cette logique du marché, purement financière, boursière, il y a la logique économique de la production d'électricité en tant que telle. Donc là, ce qu'on va faire pour les coûts de production pour le type d'énergie, on va parler plutôt des coûts marginaux. Là encore, on va exclure de l'équation les énergies renouvelables, puisque même si elles représentent un coût marginal presque nul, elles ne peuvent pas être complètement pilotées. Donc, on va d'abord, à ces moments-là, solliciter les barrages, d'accord, hydrauliques, ou bien ensuite, au niveau des sollicitations, on aura les centrales nucléaires, et à la fin, on aura les centrales techniques, thermiques. Et justement, ces énergies renouvelables, d'accord, et cette influence qu'elles peuvent avoir, non seulement au niveau financier, mais au niveau des transformations numériques, va représenter en fait un changement qui va venir charger soit des promesses, soit des faiblesses. À titre d'exemple pour cet enjeu de transformation numérique, je prendrai l'exemple qui touche certes plutôt le monde de la distribution électrique, mais qui est assez révélateur. Donc, il s'agit en fait de la liaison électrique entre Villefranche et Mougères, qui se trouve en France, d'accord, et qui va intégrer des fibres optiques directement dans les câbles, ainsi que les capteurs tout le long. C'est une première technologie, puisque cela va permettre de récolter des informations en temps réel, comme par exemple la température, comme par exemple les vibrations, ou afin d'exploiter, d'accord, au mieux ces câbles, tout en prévenant et en anticipant des éventuels pannes. C'est là en fait où on va trouver toute la promesse des informations, d'accord, qui sont transmises par ces capteurs, et également d'autres objets connectés qui vont permettre d'envisager des traitements pour anticiper, comme je disais là à l'instant, des pannes matérielles, ou bien programmer des actions de maintenance préventive, améliorer l'efficacité opérationnelle, et in fine mettre en place un système, un réseau électrique du type Smart Grid, d'accord, ou intelligent. Donc cette promesse, elle va s'appuyer notamment sur le déploiement des technologies cloud et des technologies du edge computing qui vont d'un côté garantir la puissance de calcul et de l'autre assurer un traitement en temps réel et qui est vraiment au plus près des données qui sont collectées. C'est en fait ce type de modèle qui va être à l'œuvre dans l'anticipation et les calculs, d'accord, au plus juste des habitudes des consommations. Pourquoi? Justement, pour optimiser un peu ces côtés un peu sur mesure, ça va être vraiment pour
pour assurer une fiabilité dans la consommation électrique et optimiser optimiser la production d'énergie électrique. Et d'ailleurs, cette émergence des objets connectés et des environnements cloud va conduire forcément à une ouverture à des réseaux opérationnels qui, jusqu'à présent, autant au niveau de la production hein, que de la distribution, et justement, ces réseaux opérationnels étaient jusqu'à présent fermés, d'accord, et maintenant vont représenter une certaine hyperconnectivité qui va mettre en place une augmentation, malheureusement, de la surface d'attaque face aux cybercriminels. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que les réseaux qui sont comme je disais, hein, jusqu'à présent, ils étaient complètement isolés d'Internet, vont se retrouver soit connectés au réseau informatique, voire directement accessibles dès l'extérieur. On va voir plus tard dans le webinaire que cette vulnérabilité, c'est un point de vigilance, d'accord, qui mérite quand même une attention bien particulière. Et en parlant, comme je disais, des énergies renouvelables, on ne peut pas parler de transition numérique sans parler forcément de transition énergétique et de ces fameuses énergies qui sont un enjeu presque à part entière, et on pourrait même faire un épisode sur ce volet-là. Outre l'impact, comme je disais, sur le modèle financier du secteur, elle constitue aussi une modification de taille dans la structure globale de la production d'électricité. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on va avoir une décentralisation de la production. Ces mouvements vont également accentuer l'hyperconnectivité due à la transformation numérique, et on va augmenter un peu le risque d'attaque. Donc déjà en 2018, on a vu avec l'attaque contre Enedis et la découverte d'un malware dans une ferme en ligne, c'est un exemple parfait. Pourquoi? Parce que on voit que même si dans la production, notamment en France, l'énergie renouvelable représente entre guillemets que 8%, enfin 8,3% pour être exact, avec une progression d'environ 21% entre 2018 et 2019, ces infrastructures vont représenter et vont constituer des nombreuses failles. Et ils ont tout simplement des nombreuses failles, comme on l'a démontré à l'événement américain Black Hat. Donc ici, dans cet événement, ce qui s'est passé, c'est que il a fallu que quelques jours, même en comptant le repérage de l'installation éolienne, pour un peu le pirater. Et ce qui s'est passé, c'est que avec l'installation d'une carte Raspberry Pi, on a pu prendre le contrôle à distance. Ces contrôles à distance, avec ces contrôles à distance, on a pu envoyer des commandes de type OPC, hard stop, de manière successive et de manière régulière, et ce qui a fait en fait, ce qui a provoqué plutôt une perturbation dans la production, afin d'affaiblir les composants mécaniques de l'éolien. Et également, quand on va parler d'énergie renouvelable et des décentralisations de la production, il faut considérer et avoir en tête également la production d'énergie électrique par les particuliers via les panneaux photovoltaïques. On va aller voir dans l'épisode numéro 2, qui traitera plutôt la distribution d'énergie électrique, mais on peut déjà annoncer effectivement que les boîtiers de raccordement dans les panneaux photovoltaïques sont assez vulnérables, et en 2017, un chercheur en cybersécurité a révélé l'existence de 21 vulnérabilités dans les onduleurs qui sont connectés à Internet. Et pour finir dans cette partie, cette transformation en fait, du système de production d'énergie électrique va connaître aussi un nouvel acteur avec l'arrivée en masse des véhicules électriques. Donc là, la tendance qui va se dégager dans les prochains mois, voire l'année à venir, ça va être le véhicule to grid, c'est-à-dire qu'on va avoir des véhicules qui vont être branchés chez nous, et qui vont permettre de les utiliser à l'arrêt afin de délester le réseau, et ce qui va poser notamment des problèmes, ou va soulever en tout cas des problématiques concernant la cybersécurité, dans le sens où cette tendance est de plus en plus courante
va participer à la création des réseaux de distribution intelligents, ce qu'on disait tout à l'heure, des smart grids. Mais ce qui pose comme problème les véhicules électriques à ce niveau-là, c'est que quand il constitue en fait un véhicule qui est connecté, d'accord, et qui représente une porte d'entrée tout simplement pour des attaquants dans un système de pilotage du réseau électrique. Donc une fois qu'on a vu effectivement ces quatre enjeux, d'accord, par rapport à la géopolitique, aux enjeux financiers et des énergies renouvelables, ainsi que l'évolution des ransomware, ce qu'on va voir, c'est que paradoxalement, en fait, après tous les faits des cyberattaques que nous venons de voir, malgré tout cela, le secteur de l'énergie a pris déjà la mesure et il a à l'esprit que c'est un secteur très critique et s'est doté carrément d'un arsenal de contrôle, d'accord, avec des standards pour justement y faire face et devenir l'un des secteurs le mieux sécurisé et en tout cas le plus réglementé en matière de cybersécurité. Déjà, si on les parcourt rapidement, on voit qu'il y a en 2007 la norme américaine NERC-CIP. Cette norme va définir grosso modo un ensemble de règles pour sécuriser les actifs qui sont nécessaires à l'exploitation des infrastructures électriques, enfin du réseau électrique en Amérique du Nord. Dans le même registre, on va trouver plus localement, c'est-à-dire on va trouver en France la loi des programmations militaires et au niveau européen, la loi, la directive Nice, qui vont viser la sécurisation des organisations d'importance vitale, d'accord, et les opérateurs de services essentiels. Et d'ailleurs, il faut savoir que la directive Nice s'est fortement inspirée de la loi des programmations militaires concernant effectivement les traitements de sécurité des OIV. Côté standard, ils vont plutôt se concentrer, ils sont plutôt appliqués aujourd'hui sur les centrales nucléaires, d'accord, avec par exemple l'ISP 62645. Ces standards, c'est un ensemble de mesures qui va prévenir, qui a pour but en tout cas de prévenir, de détecter et de réagir aux actes de malveillance commis par des cyberattaques sur des systèmes informatiques notamment. Également, dans la même lignée, on va trouver la 62859 qui va cadrer la gestion des interactions entre la partie sécuritaire et la partie cybersécurité. Ces normes vont également, sont récemment alignées à tout ce qui au référentiel ISO 27001 et 27002 pour tenir justement compte des évolutions techniques sur les pratiques nationales en termes de cybersécurité. Et on va également trouver le standard IEC 62443 concernant la cybersécurité des process plutôt d'automatisation et de contrôle industriel. Ces normes en fait et ces standards sont propres aux centrales nucléaires et ne sont pas autre en fait qu'elles sont de facto mieux préparées à la menace cyber, ce qui est normal vu l'enjeu effectivement non seulement environnemental mais surtout de risque de dangerosité d'accord de ce type d'infrastructure. Donc ce qu'il faudrait idéalement faire, c'est appliquer ou commencer effectivement la réflexion pour appliquer ces règles dans les autres types de production d'électricité afin de renforcer au fur et à mesure leur niveau de sécurité. Ce qu'on peut voir justement, c'est que parmi ces règles qui ont défini un peu le marché avec ces standards, on va retrouver l'analyse de risque qui vise exactement à identifier les actifs sensibles dans notre infrastructure afin de mettre en place des mesures pour bien les protéger. Donc, le principe de cette démarche, en fait, c'est de se concentrer sur le point sensible pour repérer les failles qu'on peut trouver et les éléments qui nécessitent une attention, une protection particulière. Donc, malheureusement, on ne peut pas effectuer une analyse de risque au complet, d'accord, puisque ça demanderait effectivement beaucoup plus de temps. Ce que je vous propose, c'est de se focaliser sur les particularités d'un réseau opérationnel qui est hyper connecté en partant des zones définies par la norme ISA 95. Déjà, on va commencer par l'infrastructure d'exécution de process dans laquelle on va
distinguer 3 points névralgiques. Déjà, les équipements, dans un premier temps, les équipements électroniques, d'accord, ou les IED, qu'on peut voir ici, et que l'on peut difficilement en fait, mettre à jour et qui ne présentent aucun mécanisme d'identification au niveau de l'échange de messages de contrôle. Le deuxième point de faiblesse sera porté par les équipements d'interfaçage graphique qui, en plus des difficultés pour effectuer la mise à jour logicielle, présentent également des points de déconnexion des clés USB. On connaît tous cette faiblesse, hein, elle n'est pas nouvelle, mais elle continue malheureusement à nécessiter d'une attention bien particulière. En considérant que le contrôle d'accès est sous contrôle, c'est-à-dire qu'il est bien protégé. Le troisième et dernier point de vigilance qu'on pourrait effectivement appliquer serait plutôt dans la zone d'exécution de process, se trouve en effet plutôt à l'extérieur, d'accord? Donc là, pourquoi à l'extérieur et pourquoi il faut le protéger? Parce que c'est là, en gros, on va offrir à des machines que l'on ne maîtrise pas forcément, d'accord, un accès direct aux actifs les plus sensibles. Donc là, justement, il faut analyser ces risques et on verra par la suite les solutions que l'on peut mettre en place pour le protéger. Si maintenant on s'intéresse à l'infrastructure de contrôle et de supervision, donc, justement, celle-là, les points de vigilance vont essentiellement concerner les faiblesses des postes de travail et les difficultés rencontrées à effectuer des opérations de patch management. Ces machines vont présenter des failles logicielles qui peuvent être exploitées au travers des cyberattaques. Et certaines opérations de maintenance vont également être réalisées à distance, donc on va retrouver les mêmes points de vigilance que ce qu'on a identifié sur la zone d'exécution, c'est-à-dire encore une fois, cette partie d'accès à distance. Au niveau de la couche 4, on va considérer que le suivi du patch management va se mettre en place et on va plutôt se concentrer sur cette partie-là, c'est-à-dire sur la partie cloud management et le contrôle du réseau IT traditionnel. Pourquoi? Parce que parfois, dans ce réseau IT, les processus métiers vont se trouver un peu éclatés à droite et à gauche entre la zone de gestion de process, le réseau informatique, les edge et parfois les clouds, l'environnement cloud. Donc là, encore une fois, c'est vérifier les points d'accès qu'on va trouver sur certains services informatiques qui peuvent toucher des zones assez sensibles. Donc, une fois qu'on a vu ces points de vigilance et notamment on a fait notre analyse à risque, l'idée c'est de mettre en place des solutions de protection, pour effectivement avoir une réduction dans les risques qu'on peut apporter. Et déjà, la première solution qu'on va viser, c'est surtout de répondre à cette problématique d'obsolescence des systèmes d'exploitation et des applications utilisées dans l'infrastructure opérationnelle. Donc, comme les cybermenaces, on a vu avec la ransomware au début du webinaire, ces cybermenaces sont de plus en plus sophistiquées et elles cherchent de plus en plus à contourner les moyens traditionnels comme un antivirus. Le principe ici est plutôt de déployer en fait des solutions de protection qui aillent en profondeur. Ces solutions plutôt proactives vont bloquer les comportements suspects au niveau des appels système pour répondre en fait aux menaces qui exploitent les failles applicatives. Donc pourquoi faire en fait tout simplement ça? Pour garantir le minimum d'impact opérationnel et réduire les faux positifs. Donc, on va se pencher pour des solutions qui vont intégrer des fonctions des listes d'applications qui sont autorisées à s'exécuter sans contrôle. Cette solution en profondeur devra également faire une prise en compte dans la gestion de l'environnement de travail pour le protéger de l'utilisation des clés USB, ainsi que l'usage des communications sécurisées depuis un accès distance, pour effectivement pouvoir réaliser sereinement des accès
des accès de télémaintenance. Également, le deuxième type de solution que l'on peut déployer consiste à surtout contrôler les messages échangés, d'accord, dans le réseau opérationnel. Donc, on l'a vu avec les sous-systèmes qui étaient traditionnellement indépendants, d'accord, isolés du réseau, sont maintenant, aujourd'hui, sont de plus en plus amenés à échanger de l'information et à être en ligne de mire et surtout interconnectés les uns avec les autres. Donc, pour cela, il est essentiel de segmenter les réseaux, d'accord, de l'isoler. Les équipements à protéger, de pouvoir les isoler en segmentant effectivement le réseau. Donc là, ce qu'on va faire, c'est déployer des équipements spécifiques, comme on peut voir, en appliquant la norme ISA et surtout le ISC 62443. La partie dédiée à la cybersécurité préconise justement une segmentation selon les différentes couches que l'on avait avec la norme ISA 95. Donc là, il faut appliquer des systèmes de pare-feu pour bien isoler les différentes couches. On peut même aller un peu plus loin et on peut segmenter les différentes zones. C'est-à-dire on va faire les équipements, les IE2, les HMI. Donc là, on va pouvoir les appliquer, d'accord, même au niveau des accès remotes, pour faire de la télémaintenance, pour justement pouvoir contrôler plus finement les accès à ces actifs qui sont très sensibles. Donc, ces protections, ce qui va permettre également, c'est de bloquer la propagation d'une attaque et de complexifier pour l'attaquant la découverte du réseau opérationnel. Et également, certains équipements de segmentation vont proposer des fonctions de contrôle des flux pour restreindre l'accès d'un équipement particulier bien à une seule machine, bien à un groupe des stations de travail. Et même, ce qu'on peut faire, c'est contrôler l'utilisateur qui s'est connecté sur le poste de contrôle, tout en renforçant la sécurité de ces équipements. Donc, ce qu'il faut également avoir en tête, c'est qu'il y a des équipements de protection qui seront capables d'inspecter les contenus des messages de contrôle pour vérifier, d'une part, qu'ils sont conformes aux standards, et d'autre part, qu'ils ne vont pas perturber le processus opérationnel que l'on a mis en place. On arrive à la fin de ce webinaire. Je vous propose très rapidement de voir les solutions de StampShield, d'accord, dans le domaine de protection. Commençons déjà par SES, donc StampShield Endpoint Security, qui est une solution de protection des postes de travail qui va répondre aux menaces les plus sophistiquées. Donc là, on va réunir des fonctions de protection des postes et des détections. Donc cette solution, ce qu'on va faire, c'est que par le biais de l'analyse comportementale, on va réaliser un blocage proactif des malwares, des attaques de mémoire ou encore des exploitations de vulnérabilités. Donc, la solution va fournir également des informations qui sont critiques pour l'administrateur pour mieux comprendre comment l'attaque s'est déroulée et remonter à ses origines, d'accord, afin de mieux l'identifier. La fonction en fait, de protection des postes va être couplée à une fonction de gestion des périphériques pour contrôler l'usage des clés USB, comme on parlait dans l'analyse des risques, d'accord. Ça, c'est assez important à mettre en place. Et cet agent durci de CS Evolution va présenter un gros avantage, une robustesse en fait de niveau militaire, d'accord, qui face aux attaques va cibler la solution de sécurité en elle-même et propose des capacités d'auto-réparation pour justement, encore une fois, protéger les actifs sensibles et être résilient, d'accord, face à la protection. Pour finir avec la gamme des produits StampShield Network Security, ce que l'on va proposer, c'est plutôt un usage, d'accord, d'une solution unique qui va apporter un niveau de protection garantissant un investissement stable, pérenne, et facilitant surtout un déploiement au travers de 5 étapes principales qui sont bien identifiées. Je ne vais pas les détailler chacune d'elles, mais je vais plutôt me focaliser sur les points différenciateurs. Déjà, dans un premier temps, le routage transparent. Ce routage transparent, d'accord, ce qui va permettre, c'est de garantir un déploiement avec un minimum d'impact
sur l'infrastructure actuelle. C'est-à-dire que là, l'idée, c'est de contrôler chaque étape, d'accord, pour qu'il n'y ait pas une incidence sur la disponibilité et l'intégrité de votre infrastructure opérationnelle. Par exemple, l'étape des contrôles des messages, d'accord, avec une solution de type DPI, donc Deep Packet Inspection, est forcément précédée d'une étape d'analyse, d'accord, dans laquelle on va cartographier les messages qui transitent dans l'environnement. Donc, une fois qu'on a ces éléments, d'accord, identifiés, on pourra progressivement mettre des solutions de blocage proactif de type IPS. Et une fois, en fait, ce qu'on peut faire également, c'est contrôler, ou activer les contrôles concernant les contenus de messages opérationnels. D'accord? Pourquoi? Pour justement voir que les valeurs qui sont transmises entre les équipements sont bien conformes au processus opérationnel et éviter ainsi des défauts positifs et autres. Par exemple, ce qu'on peut faire, si on a un barrage hydraulique, d'accord, et on souhaite augmenter les débits pour répondre à une augmentation de la demande. Donc là, notre solution est capable de contrôler justement la valeur d'ouverture des vannes afin d'assurer qu'elle ne dépasse pas certaines valeurs critiques qui pourraient forcément mettre en danger le barrage et même une ville. Et du coup, pour conclure, ce que je vous propose, c'est très rapidement de revoir les différents points que nous avons abordés pendant ce webinaire. Donc, tout d'abord, les enjeux, d'accord, au niveau géopolitique, avec un contexte très tendu entre les différents États. Une évolution des menaces avec la prolifération des ransomware plutôt ciblée. Un impact financier tant sur le volet des coûts qu'une cyberattaque peut appliquer que sur son incidence sur le prix des marchés. Et à la fin, également une transformation numérique avec la présence non négligeable des énergies renouvelables. Ensuite, ce qu'on a vu, c'est que ces enjeux, justement, nécessitaient de suivre des normes et des standards avec une analyse des risques concernant notamment l'identification des points de vigilance. Ces points de vigilance nous ont montré que l'hyperconnectivité qu'on apporte en fait par l'ouverture de nos réseaux opérationnels et par la transformation numérique a une forte incidence sur nos réseaux et qui n'est pas conçu à la base, d'accord, parce que tout simplement les IE2 ils n'ont pas été sécurisés by design, donc il faut effectivement, ils peuvent présenter de nombreuses failles. Ce qu'on a vu à la fin, c'est plutôt les solutions qu'on peut déployer, d'accord, pour protéger en profondeur les postes de contrôle et assurer une vérification des messages à destination des équipements qui sont sensibles. Donc, de mon côté, c'est tout, c'est-à-dire que ce webinaire est finalisé. Ce que je vous propose, en fait, c'est d'aller un peu plus loin, d'accord? Si vous souhaitez vous connecter au prochain, si vous souhaitez vous inscrire plutôt au deuxième webinaire qui aura lieu le 3 décembre, qui traitera la distribution électrique. Et également, nous allons mettre à disposition un livre blanc sur le monde des cyberintrusions dans le réseau électrique, qui sera disponible incessamment sous peu. Donc, je vais passer maintenant aux questions-réponses. N'hésitez pas à poser vos questions sur le chat si vous en avez des remarques ou des questions. N'hésitez surtout pas. Là, je vois, on a une question concernant les solutions que vous proposez. Est-ce que ces mesures seraient efficaces contre une attaque de type man in the middle qui accéderait au réseau opérationnel? En fait, oui, c'est-à-dire que aujourd'hui, quand on va, comme on l'a vu avec le schéma, l'idée c'est par l'application et l'implémentation des firewalls, c'est non seulement faire de la segmentation, mais aller un cran un peu plus loin en ayant une cohérence dans le message qu'on transmet. C'est pour ça, en fait, l'idée, ça serait non seulement de segmenter, mais aussi d'appliquer des solutions de type IDS pour identifier les messages,
et voir si ça soulève des alarmes ou pas. Et à ces moments-là, voir effectivement comment pouvoir les bloquer pour que le message que l'on transmet entre les différents équipements puisse bien correspondre à ce qu'on a souhaité afin d'éviter effectivement qu'on ait des faux positifs ou même des alarmes qui ne se déclenchent pas. J'en ai une autre. Concernant les mesures et standards de sécurité appliqués dans les centrales nucléaires, pourquoi les appliquer aux autres moyens de production d'électricité? En fait, ça c'est plutôt une bonne remarque. Là, on a pris le parti pris effectivement de parler des standardisations, si je peux me permettre, dans les centrales nucléaires, un peu parce que c'est quand même un secteur où il y a des problématiques, comme je disais, d'environnement. Il y avait aussi des problématiques de protection ou même des traitements de l'eau, c'est-à-dire que voilà, il faut vraiment être sécurisé à 100% au niveau physique, d'accord, pour éviter qu'on puisse avoir des incidents et aussi un traitement informatique. Donc là, l'idée, c'est vraiment voir comment ces standards devraient être appliqués dans les énergies éoliennes, photovoltaïques, etc. Parce qu'aujourd'hui, elles ne sont pas sécurisées by design, ou du moins celles qu'on a déjà en production. Et ensuite, ça représente, comme on avait vu, des nombreuses failles assez faciles à surpasser. Donc l'idée, c'est commencer progressivement à sécuriser par le biais de ces standards. En fait, ça permet d'avoir un référentiel d'exemples et lesquels on peut s'y coller. Ok, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Donc, encore une fois, merci pour votre temps. Nous restons également à votre disposition via notre adresse web, d'accord. N'hésitez pas à nous contacter si besoin, si vous avez d'autres questions. À revoir ce webinaire, d'accord, qui sera disponible en replay dès demain sur notre site web. Et je vous dis, pour ceux qui le souhaitent, au 3 décembre pour parler de la distribution d'électrique et notamment de la cybersécurité dans les sous-stations électriques. Donc, il me reste à vous remercier pour votre attention, encore une fois, et à vous souhaiter une bonne après-midi. Merci beaucoup.